Une anomalie infime déchira le ciel burkinabé sans alarme une nuit ordinaire, traçant une ligne trop nette pour être naturelle au-dessus des vallées sahéliennes centrales inquiétantes. Ce détail, jugé maîtrisé, révéla pourtant un écart brutal entre vigilance affichée, capacité réelle et une vulnérabilité nationale déjà à l'œuvre longtemps ignorée, collective persistante. Que change ce signal pour vous lorsque Monsieur Traoré l'entend et décide d'en revoir la lecture stratégique au sommet de l'État burkinabé actuel? Parfois, un horizon bascule sans prévenir, puis oblige chacun à regarder autrement, dans le silence nocturne fragile. Comprendre comment une suite de signaux minimisés a fini par transformer une alerte technique en choix stratégique pour l'État burkinabé. L'histoire qui suit ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais la logique qui relie des faits discrets à des décisions lourdes de conséquences. Il s'agit de montrer comment la souveraineté ne se joue pas seulement dans les discours, mais dans la capacité à interpréter ce qui traverse un territoire avant même que la menace ne se rende visible. L'enjeu est immédiat. Lorsqu'un pays perd la maîtrise des signaux qui le traversent, il perd progressivement la maîtrise de son horizon. Chaque omission, chaque retard d'interprétation crée une faille où s'engouffrent des rapports de force extérieure. Ce n'est pas une question de technologie seule, mais de lecture collective du risque. À ce stade, monsieur, Traoré n'est pas présenté comme un symbole, mais comme un point de convergence, celui où des données fragmentées doivent devenir une décision cohérente. Ce qui est en jeu dépasse l'incident initial. Il concerne la capacité d'un État à reconnaître le moment précis où le silence devient un avertissement stratégique. Six signaux anormaux, alignés sur une même trajectoire nocturne, furent recensés en l'espace de quelques heures, sans variation apparente. Cette répétition, trop régulière pour relever du hasard, transforma une curiosité technique en preuve d'un schéma intentionnel déjà actif. À partir de là, la lecture changea. Ce qui semblait maîtrisé ne l'était plus, et ce qui paraissait lointain se rapprochait rapidement. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir à la nature même des premières observations. Les interférences détectées étaient faibles, presque imperceptibles, noyées dans le bruit habituel du ciel sahélien. Elles ne déclenchaient ni alerte automatique, ni réaction immédiate. Pourtant, mises bout à bout, elles dessinaient une cohérence que seuls des observateurs attentifs pouvaient y percevoir. Les trajectoires se répétaient, les durées se ressemblaient, les zones concernées n'étaient jamais anodines. Les relevés venus du nord et du centre du pays confirmèrent cette impression. Des variations identiques apparaissaient à distance, comme si une main invisible traçait des corridors aériens précis au-dessus du territoire burkinabé. Cette concordance força les analystes à abandonner l'hypothèse de phénomènes isolés. Il ne s'agissait plus de bruit parasite, mais d'une séquence construite, progressive, méthodique. C'est dans ce contexte que Monsieur Traoré reçut une synthèse des données consolidées. La lecture globale révélait un décalage net entre la perception initiale du risque et sa réalité. Quelqu'un ou quelque chose testait la réactivité du pays. Le rythme des apparitions, leur positionnement et leur persistance suggéraient une intention claire, mesurée, évaluée, ajustée. Ce mini révélateur changea la nature du problème. La question n'était plus de savoir si une intrusion existait, mais jusqu'où elle pouvait aller sans être réellement contestée. Chaque donnée collectée ajoutait une pièce à un récit désormais impossible à ignorer. Le pays n'était pas encore frappé, mais il était déjà observé, analysé, mis à l'épreuve. Et derrière cette phase d'observation se profilait une étape suivante, plus affirmée, que les chiffres laissaient déjà entrevoir sans jamais la nommer explicitement. Lorsque l'alerte cessa d'être abstraite, ce furent les opérateurs des postes avancés,
qui donnèrent un visage concret à la situation. Leurs observations, longtemps isolées, devinrent des points d'ancrage. Dans le secteur de Kaya, un soldat nota 3 soirs consécutifs une trajectoire identique à vitesse constante entre deux collines. Son premier rapport fut jugé anodin. La répétition, elle, transforma le détail en indice solide. Plus au sud, une équipe technique releva des micro-coupures suivant un itinéraire précis, comme si une cartographie invisible était en train d'être testée. Ces récits de terrain mis en commun produisirent un effet immédiat. La menace sortait des tableaux et des écrans pour s'incarner dans des gestes précis, noter, comparer, attendre, confirmer. Les opérateurs comprirent à ça que leur persévérance changeait la lecture d'ensemble. Ce sont eux qui révélèrent que l'installation du risque se faisait par paliers en ciblant les zones les moins surveillées sans provoquer de rupture brutale. Monsieur Traoré trouva dans ces témoignages un levier décisif. Ils lui permirent de relier des signaux dispersés à une logique unique et de mesurer l'écart entre une vigilance théorique et une réalité mouvante. L'impact fut immédiat. La décision d'État s'appuya sur l'humain avant la machine. Ce déplacement de focale eut un effet clair. Le détail observé par quelques-uns devint le socle d'une prise de conscience collective. Ici, le sens est simple et direct. Ce sont les regards patients qui précèdent toujours les bascules stratégiques. Au départ, tout semblait figé dans une stabilité trompeuse. Les nuits restaient calmes, les relevés routiniers et l'idée dominante était celle d'un phénomène contenu. Pourtant, en coulisses, une transition s'opérait déjà. Les signaux isolés des semaines précédentes se liaient entre eux, formant une chaîne logique. Ce passage discret du diffus au structuré marqua l'activation réelle du dispositif burkinabé. Le risque cessait d'être théorique, il entrait dans une phase de lecture opérationnelle. La première rupture survint un soir où le vent du Sahel masquait presque totalement les perturbations habituelles. Un opérateur nota une variation brusque de fréquence, puis son retour exactement sur le même axe. Cette répétition, courte mais insistante, fit basculer l'interprétation. Les rapports commencèrent à affluer. Des lumières ténues furent signalées près de plusieurs secteurs frontaliers. Les vitesses observées restaient constantes, trop régulières pour être naturelles. L'hypothèse d'une simple anomalie s'effondra. Le ciel n'était plus neutre. Il devenait un espace traversé selon un plan. À mesure que les données s'accumulaient, la montée en tension se fit sentir. Les équipes techniques doublèrent les vérifications. Les relevés, désormais concordants, révélaient des trajectoires répétées, des horaires similaires, des zones récurrentes. Chaque nouvel élément renforçait l'idée d'un test délibéré. L'état-major comprit que ces incursions n'avaient pas pour but d'observer passivement, mais de sonder la réactivité du pays. La prudence initiale laissa place à une vigilance active. L'escalade prit forme lorsqu'une séquence inédite fut détectée peu après minuit. Un objet inconnu traversa 3 zones en moins de 4 minutes, hors de tout couloir aérien connu. Les radars, pourtant récemment réajustés, peinèrent à le suivre. Quelques heures plus tard, un second appareil adopta une trajectoire plus basse, comme pour contourner les détecteurs recalibrés. Cette variation marqua un tournant. La phase d'exploration touchait à sa fin. Une phase plus intrusive commençait. Les débats internes s'intensifièrent. Les moyens restaient limités, les options étroites. Mais une certitude s'imposait. L'adaptation devait primer sur la sophistication. Sous l'impulsion de Monsieur Traoré, les équipes réorganisèrent les relais, fusionnèrent les postes de surveillance et établirent une continuité territoriale inédite. Ce choix ne visait pas la supériorité technologique, mais la cohérence du réseau. Le seuil critique fut atteint lorsque 3 signatures identiques furent captées dans un intervalle de moins de 10 minutes.
Cette simultanéité ne pouvait être fortuite. Elle indiquait une opération coordonnée visant plusieurs zones stratégiques. À cet instant précis, le doute disparut. Il ne s'agissait plus d'anticiper une menace hypothétique, mais de répondre à à une pression réelle. La réaction burkinabé, improvisée mais disciplinée, modifia aussitôt la dynamique. En recalibrant les radars et en synchronisant les observations, les techniciens découvrirent que les trajectoires formaient des cercles autour d'infrastructures précises. De l'attente prudente, il passait à la confrontation maîtrisée. La ligne de base s'établit clairement. Durant près de 3 semaines, les trajectoires observées se maintinrent autour d'une altitude stable, proche de 1900 mètres. Cette constance fournissait un repère opérationnel lisible, suffisamment élevé pour contourner des radars classiques, mais assez bas pour rester détectable après recalibrage. Elle indiquait un choix tactique précis, pensé pour tester la vigilance sans provoquer d'alerte majeure. À ce stade, la régularité rassurait autant qu'elle inquiétait. Le premier delta rompit cette stabilité. Un appareil descendit soudain à environ 1500 mètres, une chute nette qui modifia l'équation de détection. Une baisse d'altitude réduit la marge d'erreur et expose davantage un objet au capteur réajusté. Ce changement, apparemment mineur, révélait une adaptation en temps réel face aux réponses burkinabées. La manœuvre ne cherchait plus à observer, elle tentait de reprendre l'initiative. Les équipes comprirent que la surveillance nationale avait été intégrée dans le calcul adverse. Un second delta concerna la vitesse. Jusqu'alors, les signatures restaient homogènes, proches de 400 km/h, cadence typique de drone tactique longue portée. L'apparition d'un appareil plus lent, au rythme irrégulier, signala une intervention humaine active. Une vitesse variable indique souvent un pilotage manuel visant à éviter les verrouillages radars. Cette variation confirmait une supervision attentive derrière les incursions répétées. Pour Monsieur Traoré, ce point était décisif. L'adversaire ajustait ses paramètres à mesure que le pays renforçait les siens. Un troisième delta porta sur la temporalité. Les fenêtres d'apparition, d'abord espacées, se rapprochèrent. Les passages nocturnes se concentraient désormais dans des créneaux précis, réduisant l'aléa et augmentant la pression. Cette compression du temps augmentait le risque d'erreur côté défense tout en testant la capacité de réaction coordonnée. Pousser le système à ses limites. Pris ensemble, ces deltas dessinaient une courbe d'évolution cohérente. Altitude stable, chute marquée, vitesse modulée, temporalité resserrée. Chaque variation répondait à une adaptation burkinabé antérieure. Les données n'étaient plus de simples statistiques techniques. Elles matérialisaient une interaction stratégique. Les ingénieurs ajustèrent alors les seuils d'alerte pour déclencher des réponses immédiates à la moindre anomalie. Les opérateurs développèrent des routines d'interprétation rapide afin de distinguer en quelques secondes un phénomène naturel d'une intrusion calculée. La synchronisation nationale fit la différence. Du nord rocailleux aux zones plus humides du sud, les postes partagèrent dans leur observation en temps réel. Les signaux faibles, autrefois épars, devinrent les éléments d'un tableau unique. Cette discipline collective transforma la posture du pays. D'une défense hésitante, il passa à une surveillance active et continue. En lisant ces chiffres, Monsieur Traoré comprit que l'attaque n'était plus hypothétique. Chaque delta indiquait un rapprochement, une pression accrue, une tentative d'évaluer jusqu'où le Burkina Faso pouvait encaisser. La précision des mesures séquentes servait autant à prévoir qu'à alerter. Une conclusion s'imposait, froide et simple. Attendre n'était plus une option. Face à l'escalade silencieuse observée dans le ciel burkinabé, deux lectures contradictoires s'imposèrent au sein des cercles d'analyse.
La première, optimiste, mettait en avant la capacité d'adaptation démontrée par les équipes locales. Les données accumulées, altitude répétée, trajectoire récurrente, vitesse largement prévisible, montraient qu'un système initialement limité avait su évoluer rapidement. Selon cette lecture, les intrusions révélaient leurs propres faiblesses. En répétant les mêmes couloirs et les mêmes créneaux, les appareils rendaient leur schéma lisible. Un réseau synchronisé, même imparfait, pouvait donc anticiper les tentatives futures et contenir la pression sans escalade ouverte. La seconde lecture, plus critique, soulignait au contraire les limites structurelles de cette réussite. Les drones détectés jusqu'ici pouvaient n'être qu'une phase d'essai. Rien n'excluait le déploiement ultérieur de modèles plus rapides, plus furtifs ou mieux protégés, capables de franchir les seuils actuels sans difficulté. Les ajustements observés, baisse d'altitude, variation de vitesse, étaient interprétés comme des tests minimaux, non comme un engagement réel. Dans cette perspective, la défense burkinabé restait vulnérable à un saut technologique soudain qui rendrait caducs les acquis récents. Pour dépasser cette opposition, les analystes revinrent aux faits bruts. Un élément ressortait nettement: les trajectoires et paramètres adverses changeaient systématiquement après chaque modification locale. Cette interaction constante indiquait une dépendance mutuelle. Même doté d'une technologie supérieure, l'adversaire devait ajuster ses manœuvres en fonction de la grille de surveillance burkinabé. Autrement dit, il n'agissait pas dans un vide opérationnel. Chaque adaptation locale imposait un coût, du temps et une exposition accrue. Cette observation réduisait la portée du pessimisme absolu. Elle ne garantissait pas une invulnérabilité, mais elle montrait qu'une défense intelligente pouvait perturber, ralentir et rendre visibles des systèmes plus avancés. La perfection restait hors d'atteinte, la dissuasion relative, elle, devenait crédible. Dans cette lecture synthétique, M. Traoré n'avait pas à choisir entre confiance et prudence. Le Burkina Faso ne contrôlait pas tout, mais il n'était plus passif. La défense ne visait plus à bloquer chaque intrusion, mais à rendre toute pression coûteuse, lisible et politiquement signifiante. Lorsque trois signatures rapprochées furent à peine détectées presque simultanément, la situation bascula. Cette convergence, trop précise pour être accidentelle, révéla que la phase d'observation était terminée. Les trajectoires, jusque-là dispersées, se rapprochaient désormais autour de points stratégiques clairement identifiables. Pour monsieur Traoré, cette synchronisation signifiait une chose: le territoire n'était plus seulement testé, il était mis sous pression coordonnée. Les analystes identifièrent rapidement ce qui changeait tout. Les appareils ne cherchaient plus à éviter la détection par la distance, mais à mesurer la réaction face à une contrainte simultanée. Nord et centre du pays renvoyaient des signaux concordants, comme si un scénario était rejoué à l'identique pour vérifier la cohérence de la réponse nationale. Ce n'était plus une série d'essais isolés, mais une répétition générale, méthodique, préparant une phase plus intrusive. Cette révélation transforma la lecture stratégique. Jusqu'ici, chaque anomalie pouvait être interprétée comme un test indépendant. Désormais, leur coordination montrait une intention unifiée. Le ciel burkinabé cessait d'être un simple espace surveillé pour devenir un champ de confrontation silencieuse. Il ne s'agissait pas de savoir si une intrusion aurait lieu, mais quand et sous quelle forme elle serait amplifiée. Ce point médian redessina les priorités. La vigilance devait devenir permanente, non plus réactive, mais anticipatrice. À cet instant précis, le pays comprit que l'équilibre venait de changer et qu'ignorer cette convergence reviendrait à accepter une vulnérabilité durable. La convergence coordonnée des trajectoires,
eut des répercussions immédiates dans 4 sphères clés, révélant que la pression aérienne dépassait largement le cadre technique. Pour les institutions, d'abord, l'enjeu fut la vitesse décisionnelle. La simultanéité des signaux montra qu'un simple retard de transmission pouvait fragiliser l'ensemble du dispositif. Les chaînes hiérarchiques furent raccourcies, les circuits d'information resserrés. Sous l'impulsion de M. Traoré, la coordination fut recentrée autour d'un noyau réduit afin d'éviter les distorsions. Cette discipline renforça la réactivité de l'État, tout en exposant la dépendance persistante à des infrastructures vieillissantes. Les entreprises opérant dans les zones sensibles ressentirent ensuite l'impact. Les secteurs de l'or et du manganèse, situés à proximité de corridors aériens suspectés, signalèrent des perturbations discrètes dans leurs communications internes. Ces anomalies n'interrompaient pas l'activité, mais modifiaient la perception du risque. Les opérateurs durent renforcer leurs protocoles de sécurité et prévoir des redondances pour maintenir la continuité. Pour les investisseurs, cette instabilité silencieuse devenait un paramètre supplémentaire, difficile à quantifier mais impossible à ignorer. Du côté des populations, les effets furent dits plus diffus, mais tout aussi réels. Dans les zones rurales, des habitants rapportèrent des lueurs nocturnes inhabituelles. Le ciel, autrefois perçu comme immuable, devenait porteur d'incertitude. Les récits circulaient entre villages, transformant chaque bruit inhabituel en signe potentiel d'intrusion. Cette perception accrue du danger obligea les autorités à clarifier leur communication, afin d'éviter que l'inquiétude ne se transforme en rumeur incontrôlée. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassèrent les frontières. Les trajectoires suspectes montraient que les couloirs aériens explorés traversaient plusieurs pays du Sahel. Les voisins du Burkina Faso comprirent que la pression ne visait pas un État isolé, mais un ensemble stratégique plus large. Cette prise de conscience ouvrit la voie à des échanges sécuritaires encore prudents mais inédits, posant les bases d'une solidarité géopolitique fragile. Ces 4 effets, mis bout à bout, formaient un constat sans ambiguïté. L'intrusion n'était plus un épisode ponctuel, mais un facteur structurant. Elle redéfinissait la manière dont l'État se projette, dont les entreprises évaluent leurs risques, dont les populations perçoivent leur sécurité et dont la région envisage sa souveraineté aérienne. La pression extérieure devenait un élément durable du paysage stratégique, appelant des réponses qui dépassaient la simple gestion de crise. Les 6 à 12 mois suivant la convergence des trajectoires ouvrent un champ d'incertitude structuré autour de 3 issues distinctes. Chacune prolonge des dynamiques déjà observées sans extrapoler au-delà des données disponibles et permet de penser l'avenir sans céder à l'urgence. Le scénario de continuité sous tension apparaît comme le plus probable. Le Burkina Faso poursuivrait la consolidation progressive de son réseau de surveillance en affinant la coordination entre postes avancés et centres d'analyse. Les delta observés serviraient de repères pour ajuster les seuils d'alerte et réduire les angles morts. Dans cette trajectoire, la pression extérieure persisterait mais resterait contenue. Les intrusions continueraient à tester les marges sans franchir le seuil d'une escalade ouverte. La stabilité serait relative, constamment renégociée, mais suffisante pour éviter une rupture brutale. Ce scénario prolonge l'état actuel, une vigilance élevée sans basculement décisif. Un second scénario, plus favorable, repose sur l'émergence d'une coopération régionale. Les États voisins, confrontés à des couloirs aériens similaires, pourraient décider de mutualiser certaines données non sensibles. Un tel maillage réduirait les zones aveugles et augmenterait le coût opérationnel de toute intrusion isolée.
Dans cette configuration, le Burkina Faso gagnerait en profondeur stratégique non par la technologie seule, mais par la densité des échanges. La dissuasion deviendrait collective. Ce scénario reste conditionnel, dépendant de la volonté politique régionale et de la confiance progressive entre partenaires, mais il demeure crédible au vu des convergences déjà identifiées. Le troisième scénario est celui d'une escalade durable. Des acteurs extérieurs pourraient choisir de déployer des appareils plus rapides, plus discrets, mieux protégés. Les capacités d'adaptation locales resteraient utiles, mais leur marge se réduirait. La pression passerait d'un test permanent à une contrainte structurelle. Les communications stratégiques seraient les plus souvent perturbées, la synchronisation plus difficile à maintenir. Dans ce contexte, l'État serait contraint de réallouer ses ressources et d'accepter une tension prolongée sans garantie de retour rapide à l'équilibre. Penser en horizons multiples permet de ne pas confondre le présent avec l'inévitable. Pour monsieur Traoré, l'enjeu n'est pas de prédire un futur unique, mais de maintenir une capacité de choix. La lucidité stratégique consiste ici à préparer plusieurs chemins afin que l'urgence n'impose jamais sa propre logique. À mesure que la crise aérienne se diffusait, elle prenait des significations différentes selon les groupes concernés, révélant qu'un même événement peut produire des expériences contrastées. Pour les techniciens, opérateurs et personnels de surveillance, la situation modifia profondément le rapport au travail. Leur rôle ne se limitait plus à interpréter des données techniques. Chaque signal devenait une responsabilité directe, un maillon essentiel d'une chaîne de souveraineté. La vigilance quotidienne se transforma en pression constante, car une erreur d'analyse pouvait désormais avoir des conséquences nationales. Leur attente principale était la clarté des procédures et la reconnaissance de cette charge accrue. Un second groupe plus large, rassemblant étudiants, citadins et cadres régionaux, cherchait avant tout à comprendre. Pour eux, les trajectoires et les altitudes restaient abstraites. Ce qu'ils percevaient, en revanche, c'était l'intensification du discours sécuritaire et la multiplication des explications officielles. Leur besoin central était la stabilité du récit public. Des informations cohérentes, répétées, leur permettaient d'ancrer leur jugement dans des faits plutôt que dans des rumeurs. À défaut, l'incertitude risquait d'éroder la confiance et d'alimenter des interprétations anxiogènes. Dans les zones plus périphériques, la perception évoluait plus lentement. Les habitants n'avaient pas accès aux signaux eux-mêmes, mais aux décisions qui en découlaient. Ce qu'ils observaient, c'était l'impact indirect sur leur quotidien. Contrôle renforcé, ajustements administratifs, parfois des perturbations de communication. Leur attente était pragmatique. Ils demandaient avant tout la continuité des services essentiels et la lisibilité des mesures prises afin que la crise ne se traduise pas par une instabilité locale supplémentaire. Ces trois vécus dessinent une cartographie sociale de la tension. Ils montrent que la pression extérieure ne se limite pas à un enjeu militaire ou politique. Elle traverse les métiers, les perceptions et les attentes. Comprendre cette diversité est crucial. Une stratégie efficace ne repose pas seulement sur des capteurs et des décisions, mais sur la capacité à maintenir une cohésion entre ceux qui surveillent, ceux qui interprètent et ceux qui vivent les conséquences au quotidien. La clarification progressive des schémas d'intrusion obligea l'État à transformer une vigilance réactive en stratégie durable. Les questions laissées ouvertes auparavant trouvaient ici une réponse opérationnelle. Sous l'impulsion de M. Traoré, la méthode privilégia la continuité et la mesure plutôt qu'une accumulation improvisée de décisions dictées par l'urgence. La première étape consista à créer un centre de fusion des données. L'objectif était d'unifier les flux de surveillance au sein d'un circuit décisionnel unique afin de réduire le délai entre détection et réponse.
Le critère d'évaluation était simple. Moins de temps perdu, moins de distorsion, plus de cohérence opérationnelle. Cette centralisation renforçait la lisibilité globale sans alourdir la chaîne de commandement. La deuxième étape porta sur le recalibrage des radars selon des plages dynamiques intégrant les deltas observés. Plutôt que d'élargir aveuglément la sensibilité, les équipes ajustèrent les seuils pour capter des variations fines sans saturer le système. Le succès se mesurait à la stabilité des alertes et à la baisse des faux positifs, indicateurs d'une surveillance plus intelligente. La troisième étape institua des routines de signalement standardisées dans les postes avancés. Chaque anomalie devait être transmise selon un format strict facilitant la comparaison entre régions. La qualité se mesurait par la disparition des incohérences et la rapidité de consolidation des rapports. Enfin, une coopération ciblée avec les pays voisins fut engagée. Le partage de données non sensibles visait à réduire les angles morts transfrontaliers. Le progrès se mesurait par l'augmentation des zones couvertes simultanément. Ces étapes, combinées, permirent de passer d'une réaction fragmentée à une architecture robuste, capable d'absorber la pression sans fragmenter l'autorité. En repensant aux premiers rapports venus des postes avancés, monsieur, Traoré comprit que tout avait commencé par des détails presque ignorés. Une lueur répétée dans les collines de Kaya, une micro-coupure dans une vallée éloignée, un signal trop faible pour inquiéter, mais trop régulier pour disparaître. Ces fragments accumulés nuit après nuit devinrent les repères silencieux qui guidèrent chaque inflexion stratégique. Le pays avait changé sans fracas. Les hommes et les femmes du terrain, dont les observations semblaient d'abord anecdotiques, étaient devenus les témoins patients d'un basculement que peu avaient anticipé. Leur constance transforma l'incertitude en lecture, puis la lecture en action. Ce n'était pas la technologie qui avait ouvert la voie, mais l'attention portée à ce qui persiste quand tout paraît calme. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso retrouva une direction. Les relais modestes, les corridors aériens discrets, les gestes répétés prirent une valeur nouvelle. Ils racontaient une lutte où la lucidité comptait autant que la puissance, où la vigilance collective devenait une forme de souveraineté. Monsieur, Traoré y voyait une leçon durable. Aucun horizon ne se protège sans accepter d'observer longtemps. Une phrase s'imposa alors, simple et ferme, comme un fil conducteur. La vigilance précède toujours la décision. La séquence qui vient d'être retracée ne se limite ni à une opération aérienne, ni à une série d'ajustements techniques. Elle montre comment un pays peut se redéfinir lorsque ses certitudes sont mises à l'épreuve et comment une souveraineté se construit à partir de détails que beaucoup auraient de juger négligeables. Dans cette histoire, le ciel burkinabé devient un symbole, un espace où l'attention collective révèle ce qui change avant que le choc ne survienne. L'histoire qui suit n'appartient pas uniquement aux décideurs ou aux opérateurs de terrain. Il concerne aussi ceux qui observent, questionnent et relaient. Comprendre ces dynamiques, les discuter, les mettre en perspective, participe à la stabilité d'un espace public informé. Une nation ne tient pas seulement par ses moyens matériels, mais par la capacité de ses citoyens à reconnaître ce qui compte réellement au-delà du bruit. Monsieur, Traoré apparaît ici comme un point de convergence, non comme une figure isolée. Son rôle éclaire une responsabilité plus large: transformer l'attention en décision et la décision en cohérence durable. Cette logique dépasse un moment précis. Elle s'inscrit dans le temps long des équilibres fragiles. Il reste à se poser la question volontairement. Face aux signes discrets qui annoncent un changement, comment choisissez-vous de regarder, d'interpréter et de partager? Votre regard prolonge lui aussi cette vigilance collective.